Alors bonjour à toutes et tous. On va attendre encore un tout petit peu bien que les personnes arrivent. On attend notre troisième panéliste, Jonathan Fernandez, qui ne devrait pas tarder. On va se laisser quelques minutes, trois quatre, le temps de permettre l'arrivée des derniers participants et participantes. Et puis on va lancer cette première conférence et du malin regard croisé sur les pédagogies efficaces. À tout de suite. Et bonjour. Jonathan nous a rejoints. Allez, c'est ce que je disais avant que tu arrives avec, en compagnie de Heidi Dubarry et de Vanda Luengo. On va laisser encore peut-être une ou deux minutes à la jauge pour monter. On est quasiment à 70 participants. On espère, allez, il faut qu'on passe le mur de la centaine. Ce serait génial. Mais on est déjà ravis de vous accueillir toutes et tous. Encore peut-être une ou deux minutes. Je vois des noms connus, je vois des noms qui viennent des Alpes, avec Fabien Vallier, je vois. Je, je dis ça pour Jonathan, qui est un local de l'étape. Ouais, Je c'est vois des vrai, c'est Parisiens et vrai. des Parisiennes. Je fasse ma présentation avec l'accent du Dauphiné ou pas? Ah, écoute, ça, je te laisse. Juge. Non, peut-être pas aujourd'hui. Je te laisse juge. Donc voilà, tant que ça monte. Allez, on atteint les 80. Ça monte, ça monte. Je nous laisse encore une minute et comme ça, on attaque. Euh, de sorte que ce soit le plus respectueux des horaires, le plus respectueux possible des horaires, et pour avoir le temps de délivrer le message. Allez, je vous propose de lancer la session de cette première conférence, conférence et du malin. Conférence qui a vocation à devenir un rendez-vous régulier, qui vous propose aujourd'hui un regard croisé, hein, sur les pédagogies efficaces. On va avoir trois intervenants, que je vais présenter à peu près, dans l'ordre d'apparition, donc Jonathan Fernandez, Fanda Luengo et Heidi Budon du Barry. Voilà, je vais me présenter avant. Moi, je suis François Baritiou, pour ceux qui me connaissent pas. Je suis le président fondateur des Dumalin, qui est une entreprise de la EdTech française qui a maintenant presque 10 ans, hein. On va souffler notre neuvième bougie cette année. On a, nous, quelques caractéristiques très rapides, hein. Donc, on produit une ressource numérique, qui est basée sur un certain nombre de données probantes, et notamment sur des données autour des pédagogies efficaces, de l'enseignement explicite. Et on a essayé d'importer ces grands principes de l'enseignement explicite, notamment dans un outil numérique pour compléter, aider les enseignants et les élèves à atteindre les apprentissages visés. Ça, c'est une première chose. Vous dire qu'on couvre à peu près à l'heure actuelle une vingtaine de pourcents des établissements scolaires du secondaire public français, collège-lycée, dans notre 6 régions et 16 départements. Qu'on a la chance d'être aussi impliqué, et mon regard se tournera vers Heidi, dans la réforme du Maroc, parce qu'il se passe quand même des choses là-bas absolument fascinantes et extrêmement intéressantes. Euh, qu'on a on cultive, on l'assume, un lien proche avec le milieu de la recherche, avec des premiers travaux dans le cadre du post-Gen AI avec Vanda Luengo, qui en dira peut-être
un mot et une expérimentation avec Jonathan, qui sera notre premier intervenant, donc effectivement sur des mathématiques, et donc un protocole d'expérimentation qui a été travaillé depuis quelques mois, années maintenant, et qui avance. Donc voilà un peu les infos chez nous. Des remerciements, bien sûr, remerciements à notre partenaire Canopé, qui nous a aidés sur la communication, sur le support. Remerciements effectivement à toute l'équipe, j'y tiens beaucoup parce qu'elles n'ont pas ménagé leur peine, à toute l'équipe d'organisation de cette visio-conférence en interne et du Malin, Mélodie et puis ton équipe avec Tracy. Maintenant, les personnes les plus importantes, nos trois intervenants, que je vais présenter très succinctement. Donc, Jonathan Fernandez qui va parler de la notion de pédagogie efficace avec un regard, peut-être celui de la recherche probablement, et qui est donc maître de conférence en psychologie cognitive à l'UPEC au laboratoire Chart. Ce sera ensuite au tour de Vanda Luengo, qui est la directrice adjointe du LIPSIS, le laboratoire d'intelligence artificielle de Jussieu, et qui présidait avant l'unité laboratoire MOCA, spécialiste des environnements d'apprentissage automatisé, qui portera son regard, elle, sur la pédagogie et les pédagogies efficaces sous l'angle technologique, et c'est pas un mince sujet en ce moment. Et nous finirons cette première phase de trois interventions d'une vingtaine de minutes avec Heidi Budon-Dubarry, qui est directrice académique des services de l'éducation nationale d'A à Z dans l'Académie d'Orléans-Tours et qui est une spécialiste, entre autres, de l'enseignement explicite et associée très fortement en tant qu'experte internationale aussi à ce qui se passe au Maroc. Donc voilà un peu les trois grands registres. Et maintenant, je m'efface, trois interventions de 20 minutes. N'hésitez pas à poser des questions dans un chat qu'on récupérera pour le dernier temps, qui sera un temps d'échange avec avec nos intervenants. Je m'efface. Jonathan, à toi la parole. Ok, merci. Alors, je vais partager mon écran. On va y aller tranquillement. Merci à Edubalin d'organiser cette conférence. Je suis très content d'être là, parce que ça fait finalement un petit moment qu'on travaille ensemble et qu'on évolue progressivement ensemble en fonction de ce que la science nous offre comme retour, comme article à chaque fois. Donc, très content d'être parmi vous aujourd'hui. Effectivement, je vois dans le chat plein de noms que je vois passer de ci et de là sur les réseaux sociaux. Donc, content de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Euh, Ma présentation aujourd'hui, vous voyez, je me suis dit que comme on avait probablement un public qui était probablement déjà un peu averti sur la question de l'enseignement explicite, il serait probablement intéressant d'avancer un cran au-dessus, enfin faire un pas de plus et parler plutôt d'enseignement explicite efficace. Comme toute pédagogie, on peut mettre en œuvre eh bien des pédagogies de bonne manière comme de moins bonne manière. Et quelque part, l'un des objectifs pour moi aujourd'hui, c'est de dépasser finalement les différentes étapes de l'enseignement explicite que chacun commence à bien connaître, hein, ces phases de modelage, pratique guidée, pratique autonome, pour essayer de se recentrer aussi sur la philosophie de l'enseignement explicite, quelque part, qui se cache derrière ces étapes-là, de voir quels sont finalement les gestes professionnels à avoir, les écueils éventuellement à éviter. Parce que maintenant, ça fait quand même un certain nombre de mois, maintenant presque d'années, on commence à mettre en place cet enseignement explicite grâce à notamment l'Académie de Créteil, à l'Académie de Paris, d'Île-de-France de manière générale, grâce aussi au travail réalisé par le Conseil scientifique, on commence à mettre en œuvre des propositions et on a aussi des retours qui sont bons et puis des fois des retours qui nous disent que il y a quelques petites choses qui marchent un peu moins bien. Donc alors, le but, c'est de réfléchir un petit peu à tout ça pour travailler à une implémentation de cet enseignement explicite qui soit bien la plus efficace possible, qui profite au plus d'élèves possible, dans lequel les enseignants puissent s'y retrouver aussi. Réfléchir à ce qu'on peut faire à court terme, mais peut-être aussi une réflexion plus générale, j'ai envie de dire plus collective, sur le moyen et le long terme, sur ce qui nous reste à faire, parce que je pense que cet enseignement explicite, c'est pas une finalité, là on en est, mais en fait, on vient d'ouvrir une porte, je pense que beaucoup de choses sont à construire. Voilà pour les quelques petits mots d'introduction. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ou encore ce qu'était l'enseignement explicite, petite introduction rapide, hein, juste pour situer le contexte, je me fais une introduction sur la base ici de ce document très clair, hein, rédigé par Pascal Bressou pour le Conseil scientifique. L'enseignement explicite se structure en trois ou cinq phases, selon comment c'est présenté ici. Une phase d'ouverture, de modelage, de pratique guidée, de pratique autonome et de clôture, hein, qui peut structurer soit une séance, soit une séquence par ailleurs, hein. Pas forcément à faire dans une séance, ça peut être fait sur une séquence. Toutes ces phases ne sont pas
à mettre en œuvre obligatoirement. C'est aussi un principe de l'enseignement explicite, c'est-à-dire que c'est un enseignement qui doit être adapté en fonction bien, de là où se situent les élèves dans le parcours finalement d'apprentissage. Et il ne serait pas impossible, dans certains cas, de pas forcément donner cette vidéo de modelage ou de la donner seulement à certains élèves et pas forcément à d'autres. Donc il y a des questions d'adaptation aussi à réfléchir là-dessus. C'est pas sans lien d'ailleurs avec le numérique, on pourra en parler. Sur cette phase d'ouverture, le but c'est de réactiver les connaissances préalables, de fixer les objectifs de la séance, les connaissances, compétences, stratégies à maîtriser, d'orienter l'attention des élèves sur les points clés de l'apprentissage et d'inhiber l'information superflue. La phase de modelage, c'est une situation dans laquelle on va mettre un haut-parleur sur la tête, on va démontrer, on va montrer aux élèves ce qu'on attend d'eux, on va leur montrer l'activité mentale qui est parfois inobservable, notamment bien, dans la lecture-compréhension, dans la production écrite, où une grande partie de la réussite des élèves se joue par des activités mentales inobservables. Et donc très souvent, beaucoup d'élèves n'ont pas accès à cette activité-là, et donc l'objectif, c'est de rendre visible finalement cette activité extrêmement importante, notamment par exemple dans la lecture-compréhension, qui n'est pas toujours visible pour les élèves. Donc, rendre visible l'activité mentale nécessaire à la réalisation d'une tâche et aussi de diminuer la charge mentale de l'élève. On en parlera un petit peu aujourd'hui d'ailleurs. Point extrêmement important puisque les élèves, par définition, sont souvent débutants dans la plupart des domaines, ce qu'on a tendance à oublier, nous, en tant qu'adultes, et sont bien à chaque moment de la journée, souvent mis à l'épreuve quelque part, avec des nouvelles connaissances à comprendre, à non seulement les connaître, mais aussi savoir les mettre en œuvre, notamment en mathématiques, où savoir n'est pas non plus savoir réussir à mettre en œuvre par ailleurs. Ça demande aussi un accompagnement sur ces aspects-là. Donc, ça est assez compliqué pour les élèves qui débutent. Et non seulement ils débutent sur la discipline qu'on est en train d'avoir avec eux, mais aussi sur celle d'après, sur celle qu'on verra la journée d'après, etc. Donc ils sont constamment un peu mis à défi. Une fois qu'on a bien explicité bien ce qu'on souhaitait mettre en œuvre, et bien la pratique guidée dans laquelle bien, on va faire ensemble avec les élèves, en collaboration. L'enseignant va diriger, questionner, feedback, beaucoup d'interactions à ce moment-là, mais on verra que dans le modelage aussi, on peut avoir beaucoup d'interactions. Je pense que c'est un point qui est important. On va s'assurer de la maîtrise des notions, on va favoriser l'interaction. Je pense qu'il y a aussi un point important sur bien comprendre là où se situent nos élèves dans le parcours d'apprentissage, se donner les bons outils, et c'est en lien avec le numérique non plus, pour essayer de bien comprendre où se situe l'élève et pouvoir ajuster notre pédagogie, nos propositions en fonction bien, de comment se situe bien, un élève, mais aussi le groupe classe, et adapter bien, tout ça. Je pense qu'il est important de parler plutôt d'adaptation de la séance plutôt que de différenciation. Il y a un débat dans la littérature là-dessus. Si vous avez des questions, on pourra revenir sur ces questions-là. Puis enfin, le pratique autonome, dans lequel les élèves travaillent en autonomie, mais le but ici, c'est de les amener à consolider, à s'assurer de la compréhension, à automatiser, à rendre plus fluide finalement la mise en œuvre de certaines procédures, à augmenter l'aisance, quoi. Et puis on termine avec la clôture, avec la synthèse des points, on annonce les objectifs, les prochaines séances, on indique les devoirs s'il y en a, le réinvestissement, ce qui a été vu, maîtrisant en classe. Voilà, on travaille sur cet aspect-là. Les devoirs, par ailleurs, ne sont pas forcément uniquement utilisés pour consolider des choses qui ont été vues, mais aussi éventuellement pour préparer la venue de prochains chapitres, notamment en consolidant bien, des aspects qui ont pu être vus auparavant, mais il y a peut-être un petit peu longtemps, du vocabulaire par exemple, et qui sera nécessaire d'être maîtrisé pour le chapitre qui vient ici, pour gagner en attention et en engagement dans la séance qui viendra après. Autre réflexion aussi sur la question des devoirs. Importance du surapprentissage, je crois qu'il y a un des gros écueils, je pense, ces dernières années, c'est d'avoir peut-être quelque part mis un peu de côté l'importance de la mémorisation, de la construction de connaissances dans la réussite des élèves dans des tâches complexes de compréhension, de créativité, etc. La connaissance, hein, on le verra un petit peu aussi aujourd'hui, et le socle, hein, quelque part, les fondations même en fait d'une pensée complexe, et on verra un petit peu ces aspects-là. Donc important de consolider, de cimenter tout ça pour comprendre, automatiser, favoriser aussi à long terme ces connaissances-là. Alors, l'enseignement explicite, contrairement à ce qu'on peut dire, n'est pas transmissif. En réalité, il peut être très interactif s'il est construit correctement, si les gestes professionnels sont les bons. On verra un petit peu aussi ce qu'on entend par là. Donc, c'est pas transmissif. Est-ce que c'est centré sur l'enseignant, comme on l'entend? Eh bien, pas réellement, hein. En fait, en réalité, il est conçu à partir de la compréhension des élèves, de là où ils se situent dans leur parcours d'apprentissage. Donc, en fait, c'est un enseignement qui a pour vocation d'être adapté finalement aux besoins et aux connaissances des élèves. Ok, alors, différents documents existent, hein, si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là, plus généralement de l'enseignement explicite. On a proposé une définition dans le glossaire de la métacognition de l'enseignement explicite.
Gloster que je vous recommande de lire d'ailleurs, qui a été rédigé par Frédéric Clairé et Joël Proust pour le Conseil scientifique, qui est très intéressant sur plein de points de la métacognition. Le document de Pascal Bressou, vous avez aussi des documents institutionnels qui ont été créés par l'Académie de Paris et aussi par l'Académie de Créteil. Vous avez aussi des vidéos qui ont été réalisées par Canotech. L'éducation aux sciences cognitives avec qui je travaille, enfin souvent, enfin qui on échange souvent, notamment avec Inès Bourassi, Axel Tarid, je les remercie par ailleurs parce qu'ils diffusent un petit peu un certain nombre de connaissances scientifiques sur le terrain et ils travaillent à leur opérationnalisation sur le terrain. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui avancent dans ce sens-là. Vous avez plein de conférences, de conférences internationales du CSEN, vous avez aussi les conférences de Maris Bianco intéressantes, celles de Steve Bissonnette et celles aussi de Pascal Bressou, qui vous présenteront tous ces aspects-là de l'enseignement explicite. Donc, je vais essayer d'aller sur quelque chose qui est peut-être un peu moins discuté. Alors, vous avez plein de livres, si vous voulez faire des captures d'écran. Il y a d'ailleurs un nouvel ouvrage qui devrait sortir dans pas trop longtemps de nos amis belges, Marie Bocquillon, Christophe Bacot et Marc Demeuse, qui ont fait un travail intéressant. Et bien sûr, Steve Bissonnette et l'ensemble de ses ouvrages. Donc, voilà, faites des captures d'écran si vous n'avez pas encore lu ces livres. Allez-y. Alors nous, on a fait aussi un travail, mais je ne vais pas parler de mes travaux aujourd'hui. Vous pourrez aller voir, c'est tout sur Internet et ça reste des rédactions sur tout le matériel à mettre en œuvre sur l'enseignement explicite de la rédaction. Et vous verrez des conférences, des choses comme ça. Ok. Je voulais juste, pendant ces 20 minutes, c'est très court, mais juste rappeler 5 principes d'application pour qu'on soit sûr qu'on ait un enseignement explicite efficace. L'un des points importants, c'est déjà de bien comprendre, à mon sens, que la performance d'un élève n'est pas son apprentissage. Euh, je pense que c'est important. Euh, on peut, par exemple, prendre du coup cette égalité de quotient ici et demander aux élèves, par exemple, d'apprendre ce produit en croix. Et cette façon de procéder conduit en fait à un apprentissage d'une seule procédure, peu de connaissances, pas forcément de compréhension ici. Finalement, quelque chose qui conduit l'élève à pas rentrer dans une compréhension finalement du phénomène qui est abordé, ou voir quelque part que ici on peut se situer dans des rapports de longueur et qu'on se retrouve avec des longueurs qui sont 2 fois plus élevées qu'une autre, et que comme on a égalité finalement de ce rapport, et bien quelque part on a besoin que l'agrandissement, le coefficient d'agrandissement soit le même dans les 2 cas, et donc on est ni plus ni moins ici dans une situation bien de proportionnalité. Et on peut aussi travailler ces aspects-là dans le cas des triangles semblables, d'agrandissement, etc. Donc, on peut soit travailler les choses un peu en surface, quelque part, ou soit travailler profondément et avoir quelque part un travail qui va être un peu plus long, mais construire un vrai réseau de connaissances. Et donc, si je dis ça, c'est que l'enseignement explicite pourrait très bien être appliqué dans les deux situations. Et on pourrait très bien mettre un enseignement explicite bien construit, mais sur un contenu finalement qui ne serait pas forcément le plus adapté pour la compréhension à long terme. Et donc, la première chose qu'il faut se penser, c'est finalement, est-ce que le contenu, est-ce que j'ai bien identifié ce dont j'ai besoin pour cet apprentissage? Parce qu'une bonne compréhension et un enseignement explicite finalement bien pensé en termes de contenu, de connaissances à intégrer, de liens entre ces connaissances permettra un meilleur maintien, un meilleur transfert, une meilleure compréhension et facilitera la résolution de problèmes à long terme. Donc il ne suffit pas juste d'implémenter de l'enseignement explicite, encore faut-il déjà dans un premier temps avoir bien réfléchi finalement le curriculum d'une certaine manière. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que c'est un processus cumulatif. Il y en a qui opposent des fois mémorisation et compréhension. La compréhension, d'une certaine manière, se différencie par la mémorisation, par le fait que c'est de la mémorisation de plusieurs éléments et la mémorisation de liens entre ces éléments ici. Donc l'intégration d'un réseau de connaissances dans lequel on voit bien les différents liens. Mais c'est bien une question d'ajouter à chaque fois une nouvelle information, d'ajouter un nouveau lien avec ces informations, et tout ça s'enseigne en réalité. Il y a aussi une question des qualités des pratiques d'apprentissage et d'enseignant. Quand on demande à un élève, ou quand on dit à un élève tu as bien appris, est-ce qu'on est en train de parler du résultat qu'il nous propose ou est-ce qu'on parle du processus qu'il a mis en œuvre pour parvenir à ces résultats? La différence est importante parce qu'on peut avoir un très bon résultat mis en œuvre par un très mauvais processus d'apprentissage et malheureusement des fois le contraire, des élèves en difficulté qui présentent par exemple des troubles 10, qui mettent en œuvre un processus d'apprentissage qui est le bon, mais comme c'est un peu plus long, que ça prend du temps et que nos mesures sont pas forcément très précises, eh bien on se retrouve quelque part à des élèves qui mettent beaucoup d'efforts, mais ça ne se voit pas finalement sur le résultat final. Alors, et qu'est-ce qui se passe quand à mon avis on a fait un effort important et qu'à la fin de cet effort, eh bien, il n'y a pas de changement observable pour l'élève, eh bien, c'est là où on crée finalement du désengagement ici. Au-delà de cette question-là, on a aussi un apprentissage de surface qui peut être réalisé. Là, c'est Rawson et Dunlosky qui ont étudié à l'université des étudiants qui ont soit travaillé les 3 derniers jours, vous les avez en gris clair ici, leurs examens, soit qui ont travaillé tout le semestre en faisant des quiz tout le long. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, au bout d'un semestre de travail, ceux qui ont travaillé régulièrement dans le temps ont à peine mieux que ceux qui ont travaillé les 3 derniers jours. On est dans une situation où on a finalement des élèves qui ont 16 versus 15. Quoi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 3 jours plus
tard, on a ça, et que 24 jours plus tard, on a ça. Pour la petite histoire, ils ont même invité des étudiants qui n'avaient rien à voir avec la filière, du coup, pour passer l'examen. Ils obtenaient quoi? Ceux qui n'avaient jamais, du coup, eu de cours, bien 20% de bonnes réponses. Autrement dit, ceux qui ont travaillé les 3 derniers jours ont obtenu le même nombre de connaissances, finalement, ont le même nombre, enfin, la même qualité de connaissances en mémoire que des étudiants qui n'ont même pas assisté au cours. Ils ont donc fait illusion d'apprentissage. Illusion pour l'enseignant, illusion pour eux-mêmes aussi. Alors ça, c'est pas très grave si on le fait une fois, deux fois, trois fois, mais dans des disciplines, imaginées cumulatives, notamment comme les mathématiques, où chaque chapitre dépend de manière très importante sur les prérequis d'avant, eh bien, si on fait illusion une fois, deux fois, trois fois, c'est comme ça, progressivement, qu'on a des élèves qui finissent par, eh bien, couler progressivement tout au long du cycle 4, par exemple. Ou d'un coup, eh bien, quand on arrive sur le théorème de Thalès, il y a beaucoup trop de choses à maîtriser pour réussir, du coup, ce théorème de Thalès, si trop de choses sont fébriles au départ. Alors, il y a un article qui est paru cette semaine que je vous conseille de lire. Je vous le présente ici, il est en accès libre. Alors, si vous ne lisez pas l'anglais, vous pouvez le traduire avec les nouveaux outils numériques qui existent, qui montre l'importance de la construction de connaissances ici, hein, parce qu'un réseau de connaissances bien construit, hein, avec des liens bien construits, dans lequel on a fait ce travail-là de ne pas juste faire de la performance toutes les semaines, mais vraiment de construire un réseau de connaissances, conduit eh bien, à consolider, eh bien, si on a des bonnes connaissances bien consolidées, excusez-moi, conduit eh bien, à baisser la charge mentale lors des prochains apprentissages, à favoriser le maintien dans le temps, à augmenter la qualité de la réflexion, à augmenter les capacités à résoudre des situations complexes, hein, comme de la résolution de problèmes, de la lecture de compréhension, et favorise aussi l'acquisition de nouvelles connaissances. Et oui, parce que quand j'ai un très gros réseau, bah, de nouvelles connaissances qui va s'imbriquer ici, elle va s'imbriquer plus facilement dans un réseau qui est déjà bien construit. Donc la question en fait qu'on doit se poser, hein, si on veut faire un enseignement explicite du coup efficace, c'est dans un premier temps, qu'est-ce qu'on attend en termes de mémorisation, en termes de compréhension, en termes de lien, en termes de transfert potentiel? Quels sont nos attendus précisément? Il ne suffit pas juste de dire qu'on veut que les élèves comprennent un texte, encore faut-il qu'on sache qu'est la compréhension, comment on peut le mesurer. Une fois qu'on a compris nos attendus, bah, quelles sont les activités mentales qui permettent d'aller vers ces attendus-là? Et puis c'est seulement à ce moment-là qu'il est intéressant de se poser la question de savoir bah, quel type d'enseignement je peux mettre en œuvre pour, du coup, favoriser l'activité mentale nécessaire pour atteindre les différents objectifs qu'on a définis auparavant. Et donc ça demande un vrai travail de définition, de cartographie de l'ensemble des connaissances à avoir à chaque année, chaque cycle, quelque part, pour travailler aussi une continuité et que les élèves puissent aussi, je pense, hein, de manière intéressante, du coup, avoir un réseau de connaissances commun, qu'importe l'établissement dans lequel ils se situent, etc., pour favoriser le passage au collège, pour favoriser eh bien, le passage d'une classe à une autre. Deuxième point important, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'un des points importants de l'enseignement explicite, c'est aussi de faire expérimenter la réussite aux élèves. C'est extrêmement important. Beaucoup de recherches ont été publiées et ont étudié, par exemple, est-ce que c'est la motivation qui conduit à la réussite ou est-ce que c'est la réussite qui conduit à la motivation? Comment ils procèdent pour ce faire? Ils regardent à une année la motivation et la réussite scolaire, puis ils regardent l'année d'après, qu'est-ce qui prédit la réussite et la motivation l'année d'après. Et les recherches ont tendance à montrer que, eh bien, que c'est plutôt complexe. Vous avez une méta-analyse qui est sortie, du coup, cette année, ou l'année dernière, 2024, l'année dernière, qui montre quoi? La recherche montre qu'en moyenne, il y a une relation bidirectionnelle, du coup, entre la motivation et la réussite scolaire. Mais il y a deux grands mais. C'est-à-dire que la motivation peut conduire à de la réussite scolaire et la réussite scolaire peut conduire à de la motivation, mais deux grands mais, là, selon cette méta-analyse, en moyenne, en général, premier grand mais, la relation est 2 fois plus importante de la réussite scolaire vers la motivation que de la motivation vers la réussite scolaire. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, en gros, la réussite scolaire est vraiment le moteur qui déclenche la motivation par la suite. Deuxième point qui permet d'aller un peu dans ce sens-là, ici, c'est de voir que ce deuxième grand mais, ici, c'est que à l'école élémentaire, la relation semble être plutôt unilatérale. Qu'importe la motivation, elle a peu d'effet sur la réussite scolaire de l'année d'après. Par contre, on a bien un effet de la réussite scolaire sur la motivation à l'année d'après. Alors, quelque part, ça nous donne un peu des renseignements, enfin, ça nous permet des hypothèses sur pourquoi ça fonctionne comme ça. Je pense que quand on pense que la motivation peut avoir un effet sur la réussite scolaire, c'est une hypothèse très forte, parce que pour être motivé, si je veux que c'est un effet, après avoir été motivé, j'ai besoin du coup d'engager des stratégies qui sont les bonnes, de mettre en œuvre un travail qui serait adapté. Ça sous-entend que derrière cette motivation, j'ai aussi des outils pour parvenir à cette réussite scolaire derrière. Ce qui probablement explique pourquoi on n'observe pas de lien motivation-réussite scolaire en élémentaire, mais que progressivement en secondaire, elle commence à progressivement pointer le bout de son nez, puisque je commence à avoir plus de capacité de régulation, etc.
Quoi qu'il en soit, l'important, c'est bien de faire réussir les élèves. Je crois que quand on a des élèves qui sont en grande difficulté, on ne se rend pas compte à quel point finalement être en échec scolaire, euh, chaque heure de la journée, dans chaque discipline, chaque jour de la semaine, chaque semaine du mois et chaque mois de l'année, et ça depuis 1, 2, 3, 4 ans, c'est une certaine violence quelque part. Et que je crois que Steve Bissonnette le dit assez souvent d'ailleurs, euh, c'est particulier quelque part quand on dit à un élève par exemple qu'il n'est pas suffisamment motivé sur son bulletin scolaire. Est-ce que nous, de notre côté, on a passé suffisamment de temps à voir si on avait les capacités de donner les moyens à ces élèves d'expérimenter cette réussite scolaire? Si quelque part on n'a pas fait ce travail-là, eh bien, il est difficile de demander à des élèves de se motiver lorsqu'ils ont des fois 1, 2, 3, voire 4 ans de retard, des fois, sur certaines disciplines. Ok, principe numéro 3. J'avance parce que 20 minutes, ça court, ça file. Donc, j'avance. La surcharge cognitive. Donc, on a une limite sur les capacités de traitement, ce qui va avoir un impact sur l'adaptation derrière. Si je vous présente cette série de lettres et que je vous demande de la mémoriser, je vous la présente, hop, elle disparaît. Là, il y a peu de chances que vous ayez intégré l'ensemble des lettres. Pourquoi? Parce que c'est trop d'informations. Il y a 14 informations à retenir ici. C'est extrêmement difficile. Par contre, si je vous présente cette nouvelle suite de lettres, regardez bien, là, en quelques secondes, vous allez repérer que c'est extrêmement simple. Et souvent, les personnes, quand je leur présente la première ligne, rigolent tellement que c'est difficile à intégrer. Du coup, vous dites que cette tâche est impossible. Et la deuxième ligne est tellement simple que ça les fait rire par ailleurs. Là, vous avez le poids des connaissances antérieures dans le traitement de situations complexes. Puisque c'est exactement les mêmes lettres, hein, qui sont juste réarrangées dans l'ordre. Sauf que vous l'avez bien remarqué ici, vous avez 4 informations à retenir et plus 16. C'est le poids de vos connaissances antérieures. Les connaissances antérieures, du coup, nous permettent de traiter différemment, finalement, le monde réel. Et lorsque nous voyons ça, du coup, cette deuxième ligne, les élèves voient parfois ce qu'il y a au-dessus, du coup. Quand nous voyons quelque chose d'extrêmement simple, ils voient des choses extrêmement difficiles. C'est pour ça que si je vous présente le théorème de Thalès et que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, vous trouverez ça extrêmement compliqué. Si deux droites sécantes coupent deux droites parallèles, alors je détermine deux triangles semblables dont les côtés correspondants sont proportionnels. Pourtant, je parle avec le même rythme, hein, depuis tout à l'heure, qui est déjà élevé, je vous l'accorde. Mais si vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est quoi finalement des droites sécantes, des droites parallèles, des triangles semblables, des côtés correspondants et finalement des notions de proportionnalité, ça va être extrêmement difficile pour vous. Surcharge d'informations. Et donc, Kirchner le dit très très bien, du coup, ce que vous connaissez détermine ce que vous voyez. En gros, les connaissances qu'on a en mémoire changent complètement notre façon de traiter en fait le monde. Et donc, si vous voyez cet ensemble de droites et que vous êtes professeur de mathématiques, il y a des grandes chances en voyant ça, eh bien vous voyez ça en tant que professeur de mathématiques. Vos connaissances antérieures sont plaquées finalement sur ce schéma, une sorte de réalité augmentée quelque part, où vos connaissances antérieures viennent plaquer les connaissances. Vous allez tout de suite voir qu'il y a des droites qui sont liées entre elles puisqu'elles sont parallèles, que celles-là sont séquentes. Vous allez tout de suite voir du coup que ça forme des triangles semblables. Et si vous voyez ça, vous savez tout de suite et vous allez plaquer derrière que les angles vont être de même mesure et qu'il va y avoir des rapports de proportionnalité. Alors qu'un élève qui n'aurait aucune connaissance sur finalement les droites séquentes, etc., lui, il verrait plutôt finalement cet ensemble d'informations qui est donc plus difficile à traiter. Si vous, professeur de maths, je vous montre ce problème-là, très rapidement, il est possible que vous voyez finalement ça. Alors qu'en présentant ce même problème de maths à un élève, il est très possible que cet élève, lui, voit ça. Quelque part, nos connaissances antérieures, les choses avec lesquelles on est le plus à l'aise, vont orienter notre attention, sélectionner, inhiber de l'information qui nous paraît du coup pas être la plus importante, et ça ne conduit pas forcément à voir la même chose. On devient aveugle à certaines choses. Les connaissances antérieures sont extrêmement importantes là-dedans. Donc l'importance de la maîtrise des prérequis. Et je pense que ça, c'est un point important. Si on veut qu'aussi notre enseignement explicite fonctionne bien, on doit identifier pour chacun de nos chapitres les prérequis, le vocabulaire, l'ensemble des points qui sont extrêmement importants à maîtriser pour pouvoir rentrer du coup sereinement dans cette séance. Jonathan, je joue un rôle terrible du maître du temps. Ouais, Est-ce que tu peux 4 minutes pour finir sur ces ouais. sujets-là? Ok, donc pour faciliter la charge cognitive, on y va. On peut aussi avoir des exemples résolus qui facilitent le traitement et qui allègent la charge. Donc si vous avez des questions, vous me les poserez, on le détaillera tout à l'heure. Et il est aussi important de comprendre que dans les mathématiques, par exemple, dans d'autres situations, la réponse à un problème, c'est une procédure qui sous-tend un ensemble de compétences très complexes, comme schématiser, comme identifier eh bien, un certain nombre de conditions d'application, de faire un tableau de proportionnalité, de résoudre, de faire des calculs. Et donc, on a besoin de segmenter en sous-compétences et de consolider ces compétences. Dernier, non, j'ai 2 points encore. Oh là là, j'ai 2 points encore. Ah, c'est trop court, c'est trop court. Bon, ok, allez, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On avance, mais je voudrais pas trop avancer non plus. L'importance ici aussi, c'est d'adapter du coup l'enseignement au niveau d'expertise.
En fait, les travaux, par exemple, de Guillemot ont montré quoi? Ont montré que l'enseignement explicite et le socio-constructivisme, par exemple, avaient des effets qui étaient différents en fonction du niveau des élèves. Et par exemple, quand les élèves ont un niveau assez important sur la soustraction en CE1, eh bien, une approche socio-constructive ou un enseignement explicite montre des progrès qui sont relativement similaires, alors qu'on observe un décrochage important lorsqu'on est avec des élèves qui sont plus en difficulté. On a plusieurs travaux qui vont un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on a un débat qui existe sur est-ce qu'il faudrait laisser les élèves commencer du coup à faire des problèmes, puis finalement se tromper pour créer le besoin d'enseignement, ce que dans la littérature on appelle le productive failure, ou non. Le débat existe entre des chercheurs expérimentaux et si vous voulez, d'une certaine manière, ces chercheurs-là ont indiqué quoi? Ont indiqué que quoi qu'il arrive, si on a des élèves qui sont en difficulté, même ceux qui défendent une approche par la découverte, même ces chercheurs-là, eh bien, sont d'accord pour dire qu'avec des élèves en grande difficulté, on donne de l'enseignement explicite. Par contre, avec des élèves qui sont très en avance, qui ont des connaissances plutôt solides, qui ont choisi la discipline, certaines recherches ont montré que commencer par une courte situation de problème, suivie par un enseignement explicite derrière, attention, il n'y a pas de disparition de l'enseignement explicite, pourrait être bénéfique. Par contre, l'effet devient négatif chez des élèves d'élémentaire. L'effet est plus mixte au collège et puis il devient positif chez les élèves qui sont un peu plus en avance, plus adultes et qui ont des fois choisi cette discipline, qui sont par exemple dans des cursus de statistiques qu'ils ont choisis, etc. Donc la question est donc la suivante. En gros, quel accompagnement je donne aux élèves en fonction bien, de leurs connaissances antérieures. Et en gros, on a un article qui est sorti le mois dernier qui nous parle de l'inversion d'expertise. Plus les élèves sont experts, moins ils bénéficient d'un enseignement explicite, plus ils ont des difficultés ou qu'ils ont peu de connaissances, et meilleur est l'enseignement explicite. En gros, le point qui est important, c'est qu'il conclut sur le fait qu'il est plus important d'aider les novices que de ne pas aider les experts. Parce que bien qu'on a cet effet d'inversion de l'expertise, l'effet bénéfique de donner un accompagnement important et un enseignement explicite est deux fois plus important pour les élèves en difficulté que l'effet négatif, finalement, qui est plutôt faible d'avoir un accompagnement important pour des élèves qui sont en avance. Donc si on doit faire un choix, voilà, il faut étendre vers ce genre de choses ici. Donc ça, j'aurais pas à en parler. Et je termine, je suis désolé François, là-dessus. Troisième point qui est extrêmement important Je t'en et qui est prie. des fois mis de côté dans finalement ce que je peux observer dans la mise en œuvre dans les classes, l'importance de maximiser l'engagement de tous les élèves. Beaucoup ont considéré le modelage comme une activité descendante dans laquelle on allait remplir le cerveau des élèves qui, du coup, recevraient l'information sans autre forme critique, quelque part. C'est pas comme ça qu'un modelage peut être mené. Dans notre cas, avec Edumalin, on a construit des situations de modelage avec des courtes vidéos de 2-3 minutes, dans lesquelles, une fois que l'enseignement a été donné, derrière, on a des quiz, plusieurs questions qui posent des questions sur qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait après. Et une fois qu'on a fait ça, deuxième petite vidéo de modelage de 2-3 minutes, puis nouvelle interaction, etc. Et donc, pour une séance de modelage qui en fait durait 1 heure, on a finalement 7 vidéos de 2-3 minutes après 15 minutes de modelage, 45 minutes d'interaction. Et cette interaction, on l'a menée comment? On l'a menée, oh là là, il y a tout ça que j'ai pas pu parler, bon, c'est pas grave. Hop, tuc, 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 tuc. Cette interaction, on l'a menée du coup, eh bien, je vous en dis pas plus parce qu'on n'a plus le temps. Si vous avez des questions sur comment on a mené l'interaction, vous pourrez me la poser et comme ça, je pourrai ressortir mes diapos pendant la séance de questions. Donc, importance du coup de travailler sur un apprentissage de qualité, de faire expérimenter la réussite, d'éviter la surcharge cognitive, d'adapter l'enseignement au niveau d'expertise. Je donne un enseignement du coup qui est adapté du coup aux élèves. Donc on pourra réfléchir éventuellement ensemble sur la question de comment on adapte l'enseignement, avoir des enseignants qui passent peut-être moins de temps, on a beaucoup discuté avec François là-dessus, de passer moins de temps à concevoir et leur proposer des outils déjà existants, et par contre leur laisser plus de temps d'adapter l'enseignement en fonction des élèves qu'ils sont en phase 2, donc travailler plus au pilotage plutôt qu'à de la conception, du coup. Euh, Maximiser l'engagement de tous les élèves, je pense que l'important, c'est que l'ensemble des élèves soient, et tous les élèves, pas celui qui parle, mais l'ensemble de la classe soit actif le plus possible à chaque instant de la classe. Beaucoup de choses se jouent là-dessus. Si on ne travaille pas suffisamment là-dessus, l'enseignement explicite peut passer complètement à côté de l'objectif. Je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment à l'orientation attentionnelle de l'ensemble des élèves dans la classe. Qu'est-ce que font l'ensemble des élèves à chaque instant, à chaque seconde de ma classe? Chaque perte d'attention, chaque temps trop long pour entrer dans une classe, etc., notamment pour les élèves qui sont en difficulté, sont de la perte de chance pour eux, notamment quand ils ont déjà pris un petit peu de retard. Ok, voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé, j'ai couru un petit peu. Désolé, François. Non, ne sois pas, au contraire. Merci beaucoup.
deux, trois mots, hein, dire qu'effectivement, l'idée, c'était aussi d'amener des grandes pistes, que ça puisse ensuite nourrir des réflexions. Et puis, comme je le disais en introduction, on espère pérenniser ce rendez-vous et donner plus de place à chacun et chacune d'entre vous sur des formats peut-être un peu plus longs pour dérouler et aller un petit peu plus en profondeur. Mais il y avait énormément d'informations très pertinentes. Alors, tu as prononcé un mot qui était le mot d'adaptation. Je vais l'utiliser pour faire la transition Très bien. avec Vanda, notre prochaine intervenante. Donc Vanda J'étais sûr que ça te plairait, j'étais sûr que ça te ah, plairait. écoute, ça a fait son petit effet. Je vois que Vanda en rigole aussi. Voilà, pour passer maintenant la parole à Vanda, qui est notre spécialiste des technologies, de l'intelligence artificielle, de pas mal de ces sujets-là qui sont extrêmement sous le feu de l'actualité. Encore une fois, regard croisé, c'est celui maintenant de la tech, de la chercheuse, sur les pédagogies efficaces. Et je m'efface pour te laisser la place, Vanda. Ouvre le micro et merci pour l'introduction. Et je vais donc partager mon écran. Donc, hop, voilà. Et attends, je pense que c'est. Ouais, voilà. Je pense que vous voyez tous et toutes. Ouais, c'est parfait. Donc, je Merci. vais Super. essayer voilà, de tenir un peu le temps. Et déjà, j'ai fait une présentation beaucoup moins jolie parce que j'ai pensé parler en présentiel, un peu moins avec les supports visuels. Donc, vous m'excuserez de beaucoup des textes, mais beaucoup moins des slides. Et en fait, en effet, je suis donc Vanda Luengo, je suis professeure d'informatique au sein de Sorbonne Université. Je suis encore dans l'équipe MOCA qui est dans les laboratoires LIPSI. Le laboratoire LIPSI, c'est un laboratoire d'informatique très, très gros, 400 personnes, mais dans des domaines très différents, hein, qui va de l'informatique quantique, l'architecture des ordinateurs, etc. Et donc, l'équipe MOCA est à l'intérieur de l'IPSI. C'est une équipe qui est spécialiste de tout ce qui est EIAH, environnement informatique pour l'apprentissage humain, et en particulier sur la partie IA éducation. Pour voir un peu les contextes, on collabore avec pas mal d'entreprises et des personnes de terrain et on va collaborer très, très bientôt, on n'a pas encore, mais c'est bientôt le cas avec Edumala. Donc, moi, la consigne que j'ai entendue, c'était la notion d'efficacité. Donc, je voulais préparer cette intervention par rapport à mon regard des chercheurs du côté informatique par rapport à cette notion d'efficacité. Mais comme je sais que les mots IA dans la tête de toutes les personnes couramment, et que je pense que beaucoup sont ici, imaginent IA et GPT, je voulais quand même faire un petit peu ma vieille et expliquer ce que ça veut dire pour nous en IA en éducation en tant que chercheurs et chercheuses. Donc, je vais quand même donc, du coup, faire une petite introduction sur la notion d'IA. Et j'aime beaucoup une façon comment c'est expliqué dans un livre de Russell et Norby, qui sont des personnes, des références de Berkeley, et qui séparent la notion d'IA dans deux dimensions, les côtés pensée et action et les côtés humains et rationnels. Pourquoi on sépare ça? Parce que les rationnels, ça peut être la machine, mais une machine qui ne pense pas comme l'humain. Et donc, l'idée, c'est qu'on a des systèmes d'IA, par exemple, qui si on va dans les cadrans ici, c'est des systèmes qui pensent comme des humains, c'est des recherches sont à l'intersection entre les sciences cognitives et l'informatique, par exemple, qui essayent de faire des systèmes informatiques qui font comme les humains. Par exemple, dans notre cas en éducation, c'est essayer de faire un simulateur qui va faire les mêmes erreurs que les élèves. Donc, ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps du point de vue informatique à modéliser ça. Comment on arrive à une erreur? Des personnes comme Van Len à Carnegie Mellon ont fait des ça pendant longtemps, hein. C'est très difficile à faire, hein. Donc, on pense pas. Et c'est des formes d'IA. Et d'autres formes d'IA, ça va être des systèmes qui vont agir comme des humains. Ça veut dire que je vais essayer de, par exemple, reconnaître une image comme un humain, qui n'est pas le cas dans les systèmes actuels. Je vais essayer de faire des systèmes informatiques qui vont essayer d'agir, pas seulement de penser. De l'autre côté, on a des systèmes plutôt qui pensent rationnellement, mais qui ne cherchent pas à les faire comme les humains. Souvent, c'est des systèmes de logique. Ils vont avoir une rationalité. Ça, c'est notre forme d'IA. Je vais faire une rationalité, je vais savoir jouer aux échecs, mais je ne joue pas comme les humains. Et je vais même gagner avec les humains, mais je n'ai pas utilisé la même façon rationnelle qu'utilisent les humains. Donc, ça, c'est une autre forme d'IA. Et enfin, les systèmes d'IA qu'on essaie qui existent actuellement, c'est plutôt des systèmes qui agissent rationnellement, donc ils vont agir, ils vont interagir, mais ils ne font pas comme l'humain. Les systèmes qui font de la reconnaissance d'images, ils vont être, par exemple, probablement ici, ils vont essayer, pardon, ici, rationnel, mais ils ne vont pas agir. Mais si on interagit, il y aura cet aspect, et je l'ai fait, la machine l'ai fait,
mais il ne fait pas comme l'humain. Typiquement, quand un système des réseaux de neurones qui reconnaît l'image, il a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Un enfant qui apprend à reconnaître une image, il a beaucoup besoin de moins d'informations qu'une machine. Donc, les processus pour reconnaître ne seront pas les mêmes. Donc, souvent, l'IA qu'on voit, sur laquelle on travaille, va être de ce type-là, des systèmes qui sont rationnels et qui agissent, mais qui ne le font pas comme les humains. Donc, première chose qui est importante pour moi à différencier, en sachant que tout ça, c'est de l'IA. Tous ces systèmes, c'est de l'IA, d'accord? Mais différentes formes d'IA. Et enfin, oui, j'ai généré les petites images grâce à des IA génératives, peut-être les préciser aussi. Et enfin, l'autre chose qui est importante dans l'imaginaire des personnes que je fréquente, c'est de différencier l'éducation à l'IA. Il y a beaucoup de choses actuellement de comment enseigner l'IA pour former les enseignantes et enseignants. Il a des books en ligne, il a l'éducation, il a un très joli livre qui a été fait dans un projet européen dans la direction du numérique et la portée. Il a des ressources canopées. Quelle question ça commence. Il a aussi, nous, on a un petit publicitaire, on a un master qui s'appelle EdTech dans lequel on a des enseignements pour les personnes, l'usage de l'IA en éducation. Voilà, donc ça, c'est un aspect sur lequel je vais pas m'étaler. Il y a aussi l'IA pour l'éducation, mais au sein de l'IA pour l'éducation, il y a l'IA générique. L'IA générique, c'est quoi? C'est la reconnaissance d'image, c'est la voix, c'est l'écriture, c'est ChatGPT. Toutes ces choses-là n'ont pas été pensées pour l'enseignement. Même si elles sont utilisées pour l'enseignement, elles n'ont pas été pensées pour l'enseignement. Alors qu'il y a un groupe de recherche qui travaille depuis les années 70, de 1980, oui, 80, oui, 1980, on va dire 70, qui travaillent sur les thématiques de l'IA à l'éducation. Trois grandes au niveau international, c'est les groupes qu'on appelle AUD, Intelligence artificielle en éducation, un autre groupe qui s'appelle ODM, Educational Data Manipulation, et enfin un autre groupe qui ont des intersections, qui c'est tout ce qui est autour de learning analytique, parce qu'il y a une partie de learning analytique qui touche l'IA. Donc, nous sommes mon équipe et je vais être plutôt ici, c'est qu'on va travailler vraiment toute l'IA, c'est autour de l'éducation. Ça veut dire qu'on va travailler avec des experts en psychologie cognitive, en didactique, en sciences de l'éducation et nos modélisations informatiques tiennent compte de ces théories ou de ces connaissances venant de ces experts ici. Alors que dans l'IA qui est utilisée pour l'éducation mais qui n'a pas été créée, il n'y aura pas cette démarche-là. Vous voyez bien, donc ChatGPT est très utile en effet, mais elle n'a pas été pensée à l'usage de l'éducation, même si après il y a d'autres formes de chat qui sont pensées pour l'éducation, d'accord? Donc aussi, autre chose qui est importante à dire, c'est que l'IA, c'est pas seulement apprendre. Apprendre est une des versantes de l'IA. L'IA, c'est modéliser des connaissances, c'est raisonner, c'est interagir, c'est décider et c'est apprendre. Mais les IA ne font pas nécessairement toutes ces fonctions. Et là, j'ai présenté quelques exemples assez vieux pour que vous compreniez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, par exemple, le modèle des connaissances et raisonner en éducation, une des premières, c'est MySyn. MySyn, c'est un ensemble, c'est un système qui sait faire du diagnostic des infections en médecine. Et MySyn a été fait par des chercheurs qui n'ont pas, et ça n'a pas été appris, en fait, c'est en discutant avec des experts, en décrivant de façon logique ces connaissances. Et après, quand on raisonne, en fait, ce système était meilleur que les experts. Il donnait les diagnostics de ces maladies plus rapidement que les experts. Mais parce qu'on a pris toutes ces connaissances, on les a organisées en informatique d'une certaine façon, puis on a été capable donc de faire un système intelligent, mais qui n'a pas appris, en fait. Et ça a été codé d'une certaine façon. Puis avec ces systèmes, on a rajouté Guidon. Guidon, c'était pour enseigner ces diagnostics-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Ou aussi, un qui est très connu dans notre littérature, que c'est les tuteurs cognitifs, et fait avec des tuteurs intelligents, dans lesquels on a fait d'ensemble des connaissances d'experts, enseignants, didactiques, psychologues, pour créer des règles et comprendre ce qui fait un élève. Est-ce que c'est correct ou incorrect? Et si c'est incorrect, pourquoi c'est incorrect, etc. Donc, ça, on modélise les connaissances et on raisonne sur ces connaissances-là. Mais là, il n'y a pas de l'apprentissage machine, hein, évidemment. On cible l'apprentissage humain, mais il n'y a pas d'apprentissage machine. Après, il y a une autre forme d'IA qui est interagir. Et là, des exemples typiques, c'est autotuteur. Donc, c'était faire des agents qui sont capables d'interagir et de guider et l'apprenant dans différentes étapes avec différentes formes d'interaction. On a même testé différentes formes
d'accompagnement métacognitif pour les personnes qui ont, enfin, intrinsèque, extrinsèque, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et enfin, décider sur une autre forme d'IA dans lesquelles on n'a pas cherché à prendre la décision, mais on a travaillé sur des moteurs. Là, c'est un projet que j'ai mené pendant longtemps, dans lesquels l'IA va chercher à décider automatiquement quelle est la bonne adaptation. Et ici, c'était l'exercice à faire ou les feedbacks, donc en chirurgie orthopédique, en fonction des erreurs qu'on a diagnostiquées. On va décider, est-ce qu'on propose de travailler sur les simulateurs, est-ce qu'on propose de travailler sur les cours d'anatomie parce qu'il ne connaît pas son anatomie, ou est-ce qu'on lui propose de s'exercer sur une base de cas qui était en médecine. Donc, vous voyez, et là, ces trois types d'IA n'ont pas été, l'objectif, les systèmes qui sont derrière ne sont pas pour apprendre à partir des données, c'est des connaissances sur lesquelles on va raisonner et qu'on a mis dans la machine. Et c'est quand même des IA. Si on vient à la partie apprentissage, qui est comme celle qui est le plus à la mode, on a encore trois types types d'apprentissage machine, je veux dire. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. On va dire, toutes ces photos, c'est des chats, toutes ces photos, c'est des chiens, etc. On va utiliser des systèmes et à la fin, les systèmes saura faire, mais parce qu'au début, à l'entrée du système, on lui a tagué, on appelle comme ça des choses. À la fin, le système sera capable, typiquement les réseaux de neurones fonctionnent comme ça, on leur a donné des labels. Et à partir de ça, par des systèmes très compliqués que je ne vais pas expliquer ici, on est capable donc de reconnaître à partir effectivement d'apprendre avec des nouvelles images. Donc, quand on donne une nouvelle image, il apprend, bon, des fois il se trompe, etc. L'apprentissage non supervisé, c'est qu'on ne lui donne pas d'informations. L'humain ne lui donne pas de l'information au début. On va faire par exemple les clustering et la meilleure façon d'expliquer ça. On va faire par des distances mathématiques des groupes et c'est à la fin que l'humain va donner du sens à ces groupes-là. Je donne un exemple des recherches que nous, on a fait. On a fait ce type de clustering et c'est à la fin qu'on a su classer en médecine en première année les comportements des étudiants. On a vu qu'effectivement, les étudiants qui étaient passifs en difficulté, et c'est à la fin, une fois qu'on a fait tous ces clusters et toutes ces traces-là. Enfin, une autre forme d'IA d'apprentissage, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui est dans mon équipe, on travaille beaucoup, dans lesquels et il aura une interaction et le système va apprendre une politique, elle va apprendre une façon à partir de l'interaction qui se passe avec les systèmes. Et par exemple, on peut imaginer que l'IA, c'est un travail qui a été fait il y a longtemps, donc j'ai essayé de présenter des exemples qui ne viennent pas d'entreprises, mais plutôt des recherches qui ont été évaluées. Et ici, l'IA donne des aides aléatoires au début pour l'apprentissage de la prononciation. Après, à chaque fois qu'elle apprend, quelle était celle qui a marché le mieux pour simplifier. Et enfin, petit à petit, il va construire progressivement une politique d'aide parce que dans cette interaction, il a vu qu'évidemment, ces aides aléatoires étaient quand même validées. Et aléatoires au sens où il y en a plusieurs, on ne sait pas quelle est la meilleure, mais tous ceux-là sont possibles. D'accord? C'est pas qu'on va faire une aide complètement irrationnelle du point de vue soit didactique, soit pédagogique, mais donc du coup, on fait ça de façon aléatoire et petit à petit, le système va voir l'efficacité de cette aide-là et on va apprendre ça. Il faut dire il faut beaucoup d'interactions. C'est pas avec 4 interactions qu'on va apprendre ça. Il faut beaucoup, beaucoup d'interactions. Donc ça, c'est la machine quand elle apprend. Donc une fois qu'on a ça, et il a aussi comment on apprend. Et il y a des formes, comme vous avez vu tout à l'heure, l'IA, donc on peut apprendre par ce qu'on appelle des modèles symboliques, on va écrire des règles, on va écrire des systèmes experts, etc., où on apprend avec des données. Dans notre cas, on utilise les approches mixtes. On va combiner les deux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des connaissances expertes venant soit des enseignants, soit des didacticiens, soit des sciences cognitives, soit etc., des didactiques de langue mathématiques, parce que ces connaissances sont précieuses pour pouvoir soit expliquer, soit pour faire apprendre de façon plus rapide notre système. Et donc, ces approches mixtes sont, pourquoi je l'ai dit ici, parce que l'efficacité de nos systèmes ne mesure pas seulement par l'efficacité uniquement du système. Par exemple, il est très bon à prédire s'il va réussir ou pas l'élève, mais on ne saura pas pourquoi si on utilise uniquement l'approche numérique. Alors que si on utilise les deux, on saura pourquoi le système a prédit quelque chose, a prédit un échec, a prédit une réussite, etc. Donc, nous, on est vraiment dans les approches mixtes qui demandent un travail pluridisciplinaire et travailler avec des experts du domaine.
Aussi, et donc du coup, dans toute cette panoplie, il y a un article qui a été traduit par la direction du numérique dans lequel on voit qu'il y a déjà beaucoup d'IA très différentes dans les marchés, hein. Donc là, l'étoile, il est bon, on parle, mais on l'a pas vu vraiment. Là, on recherche, et là, c'est vraiment disponible dans les marchés. Et on voit qu'il a beaucoup de formes d'IA. Il a beaucoup plus pour les élèves, au service des élèves, tels que les tuteurs intelligents, les systèmes qui vont aider à la synthèse vocale ou à l'apprentissage des langues. Donc, l'IA assiste à ça, des simulations assistées par l'ordinateur, la réalité virtuelle, dans lesquelles il y a des agents qui sont faits par l'IA, etc. Agents conversationnels, des évaluations formatives. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ne datent pas de l'époque de l'IA générative, hein, et c'était bien avant ça, d'ailleurs l'article de 2022. Et puis, il y a quelques éléments pour les enseignants, tels que la détection de plagiat, la correction donc, des matériels intelligents, la surveillance de la classe, etc. Certaines contestées d'ailleurs du point de vue éthique, telles que la surveillance de la classe, mais elles existent, elles fonctionnent, elles sont dans les marchés. Un peu moins pour l'orchestration de la classe, qui est très importante. Je rejoins qui s'est focalisé sur un étudiant en particulier, c'est créer des problèmes, etc. Et pour nous, c'est des problèmes de recherche intéressants. On sait moins bien faire ça d'ailleurs. Et en plus, il a aussi des outils plus pour les services des institutions, les admissions, la planification des cours, la sécurité dans les écoles, etc. Donc, si on regarde la notion d'efficacité dès notre point de vue, l'efficacité informatique, pour nous, ça va être un rapport entre les résultats obtenus et les ressources consommées. Et les temps de réponse. Moi, l'outil Téléos dont je vous ai parlé tout à l'heure pour l'apprentissage de la chirurgie, on a fait un retour haptique. Si les retours haptiques, donc des forces, met du temps, bah, le système n'est pas efficace parce qu'on ne va pas donner un retour. Ou si on a une interface qui apparaît un peu plus de temps, si je suis en train de parler et ma bouche est décalée, bah, elle n'est pas efficace. Vous voyez, donc c'est des mesures qui sont informatiques et liées à l'utilisation, à la fiabilité du système, à la stabilité, ce qu'il n'a pas beaucoup de bugs, etc. Et dans notre cas, les problèmes, c'est que par exemple, un diagnostic des connaissances n'est jamais 100% fiable. On ne sait pas, comme on dit, c'est comme Jonathan disait tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ce n'est pas la performance, c'est les connaissances. Et donc, l'information que nous, on a dans les traces, c'est les performances. Donc, quand on fait un diagnostic sous l'erreur, un diagnostic, parce que pour nous, une erreur, c'est une connaissance hors domaine de validité, quand on dit comme ça. Donc, c'est un symptôme, mais il y a une connaissance quelque part. Jamais, on va être sûr à 100%. Et dans la littérature, quand il y a quelqu'un qui dit que c'est à 99, on se méfie de la méthode. Ça veut dire qu'il a quand même fait quelque chose, il a fait du surapprentissage, etc. Et donc, du coup, un diagnostic des connaissances n'est jamais fiable à 100%. Et je ne suis pas sûre de pouvoir dire qu'une IA générative est efficace alors qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup de ressources, y compris énergétiques, pour la faire fonctionner. Donc, la notion d'efficacité, c'est au regard de quelque chose. Et ça, il faut se poser la question. Donc, pour nous, l'efficacité du système de diagnostic, par exemple la prédiction, des fois, et la plupart du temps, on sait que la prédiction, elle n'est pas 100% efficace, mais ça va être au regard de quelque chose. Ça va être au regard de son efficacité dans l'usage en éducation. Donc, OK, on n'est pas sûr que l'élève a une connaissance à 100%, mais comme on est à peu près sûr à 80%, c'est une bonne idée d'adapter tel feedback, telle rétroaction, mais on est conscient dans notre système informatique qu'on n'est pas 100% sûr. Donc, ce n'est pas fiable 100%. Par contre, l'efficacité de l'ensemble fait que ça soit utile. D'accord? Donc, l'efficacité informatique au regard de l'usage des liens en éducation. Et cette question-là, on se les pose depuis toujours. Et c'est quel usage? On ne peut pas mesurer en IA et l'éducation l'efficacité si on n'est pas en train de penser pourquoi. Donc, si c'est pour donner un bon feedback, si c'est pour faire une bonne adaptation, si c'est pour regarder, donc là, si on voit, c'était méta-revue, c'est justement par rapport à la réussite académique. Donc, on va analyser cette efficacité au regard de quelque chose. Et il y a beaucoup de systèmes qui s'intéressent à l'efficacité. Par exemple, avec des prétests et post-tests sur une activité, on ne peut pas dire du coup qu'elle est efficace pour l'apprentissage. Elle est efficace pour telle tâche particulière à un moment donné dans une petite fenêtre qui, par exemple, est l'apprentissage de l'algèbre, des quatrièmes, etc. Donc là, c'est pour mettre un petit peu en alerte par rapport à ça. Je pourrais prendre l'exemple de la rétroaction parce que j'ai travaillé beaucoup sur la rétroaction et des systèmes d'IA
pour donner des rétractions. Et déjà, l'IA, la rétraction est vraiment, il y a beaucoup de variables dans la rétraction. Les temps, est-ce qu'on donne un feedback immédiat, est-ce qu'on le donne à la fin du problème, etc. On a les formes, on va donner un feedback visuel, on va donner un feedback actif, textuel, etc. L'intention du feedback du point de vue pédagogique, est-ce qu'on veut, par exemple, un feedback qui va renforcer une connaissance, qui va informer, qui va corriger, qui va déstabiliser. Un contre-exemple, souvent, ça peut être un feedback très subtil. En maths, l'apprentissage de la géométrie, quand on produisait un contre-exemple, c'était bien plus convaincant pour l'élève que de donner les théorèmes ceci et les théorèmes cela. On déplaçait la figure pour montrer que ce n'était pas un parallélogramme et c'était beaucoup plus convaincant qu'expliquer des théorèmes associés ou la définition d'un parallélogramme, etc. Donc, l'intention de ces feedbacks rentre en jeu. L'intention aussi, l'objectif, est-ce que je vous donne un feedback sur les buts ponctuels, sur la tâche ou à long terme, etc. Donc, tout ça, c'est du point de vue didactique et pédagogique. Et ici, c'est du point de vue informatique. Est-ce que quand je vais faire un feedback monomodal, c'est pas pareil que multimodal. S'il s'adapte, de quelle façon il va s'adapter, s'il est personnalisé, s'il va être automatique au sens où je vais les calculer, où il a été déjà écrit dans les codes, ou si, du point de vue intelligent, je vais chercher à donner les feedbacks pour mieux comprendre les connaissances, pour faire des alternatives. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup de dimensions. Et quand on va travailler sur l'efficacité, il faut qu'on décide l'efficacité de quoi et dans quelle situation. D'accord? Donc, ça, c'est un autre élément important. Et donc, dans les cas que j'ai choisi de vous présenter, qui était l'apprentissage du geste en chirurgie, bah, nous, on avait travaillé sur l'efficacité, effectivement, d'abord informatique, performance. Donc, si mon algorithme est en train de penser, ah, je vais faire une résistance dans cet outil d'aptique, il ne peut pas passer plus d'une seconde à faire les feedbacks. Il faut qu'il soit efficace du point de vue calcul, qui est lié à la performance, pas de l'élève, mais du système. La sensibilité, ça veut dire quoi? Si je diagnostique une erreur d'une certaine, et je suis sûr 70%, les comportements du système doivent être différents que si je suis sûr à 50%. Donc, c'est ça, il est sensible au diagnostic qu'on a fait. Est-ce qu'il s'adapte aux informations dont on a fait? Est-ce qu'il est flexible par rapport aux différents types de feedback? Parce qu'ici, c'était visuel, c'était haptique, c'était textuel, etc. Est-ce qu'il est lisible? Et la pertinence, cette fois-ci, du point de vue didactique. Donc, vous voyez, tout ça, on l'évalue, on les sépare. On ne peut pas l'évaluer tout en même temps et ça prend du temps. Et par exemple, dans la littérature, quand on travaille dans les feedbacks, on voit que l'effet positif de la rétraction, on est sûr qu'il marche quand c'est une rétraction, ce qu'on appelle élaborée. C'est-à-dire qu'on a expliqué et la rétraction élaborée contient des informations sur la tâche, sur les processus et sur le niveau d'autorégulation de l'élève. Et sur ce type de rétraction, dans les méta-revues faits par des gens qui travaillent beaucoup sur les feedbacks en sciences de l'éducation, ATI et compagnie, ils ont montré que ce type de feedback, effectivement, il est positif, il est efficace. Par contre, on sait un peu moins sur certaines dimensions et on sait dans certains cas. Et l'efficacité de la rétraction corrective va être influencée par d'autres variables qui sont telles la compétence des apprenants. Certains feedbacks correctifs vont marcher pour des élèves qui ont un niveau d'autorégulation important et pas pour d'autres. Les contextes des types de la tâche. Je vais vous dire l'exemple, nous, en chirurgie orthopédique, on donnait des feedbacks sur des exercices plus difficiles ou moins difficiles, mais on n'expliquait pas pourquoi. C'était des chirurgiens, bah, ils ne comprenaient pas les feedbacks. Donc, on a adapté ça parce qu'il faut quand même expliquer la tâche, il faut travailler sur ces niveaux d'autorégulation. Les niveaux d'autorégulation n'est pas nécessaire, même s'il est lié à l'âge, il n'y a pas que ça. Sandra, Donc, il a aussi une les formes. petite minute encore, OK. s'il te plaît. Merci, tu as raison. Donc, les formes. Donc, par contre, et les formes simples de renforcement qui font beaucoup de systèmes comme Bravo, Pas bon et le souris, bah, pour l'instant, ça ne marche pas, à très peu d'effets. Et ça, c'est en littérature, ça a été montré, mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'on sait calculer facilement. Et on n'a pas des recherches suffisantes pour avoir du recul sur l'impact sur l'engagement ou l'état émotionnel. On ne sait pas. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne, c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas d'évidence pour parler de l'efficacité de ce type de feedback. L'autre chose qu'il faut tenir compte, je l'ai mis en anglais parce qu'il est préparé en urgence, mais c'est aussi qu'on oublie souvent l'enseignant, alors que l'enseignant est quand même intervient dans ce système. Et selon son niveau d'ingérence positive ou négative sur les systèmes, c'est-à-dire ici, l'enseignant a le maximum de contrôle, ici, il a le moins de contrôle, bah, la façon de mesurer l'efficacité sera différente. Et évidemment, je ne vais pas vous cacher que nous, on n'est pas plutôt ni à droite ni complètement à gauche, mais on essaie d'être entre ces deux-là, où il a certaines
tâches qui sont, on décharge l'enseignant et on essaie d'automatiser, mais jamais on va complètement décharger l'enseignant de sa tâche. Donc, l'efficacité, bah, on ne sait pas. On a quelques résultats prometteurs sous l'IA, mais ils sont dispersés. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, oui, quand vous utilisez l'IA et c'est plus efficace que quand on ne l'utilise pas. Dans certains cas, ça marche bien, on sait certain, mais il faut aller plus loin. Et en plus, on a peu de résultats en France aussi, c'est un problème. Et on a des résultats positifs dans des contextes qui sont difficiles à généraliser. On sait que dans l'enseignement de l'algèbre en quatrième, pour tel type de feedback, etc., ça a été prouvé qu'on améliore. Et encore, ça dépend comment, dans quel contexte aussi culturel. Hein. Et donc, il a une nécessité évidente d'une plus évaluation à grande échelle et on doit aussi tenir compte d'une façon meilleure, plus précise du point de vue informatique, les niveaux scolaires, les matières, la formation des enseignants qu'on oublie, enseignantes, qui est hyper importante, et les objectifs de l'IA dans ce système éducatif. Et donc, c'est pour ça que dans les objectifs qu'on a, c'est vraiment d'aller de mieux intégrer les disciplines du domaine parce que comme on travaille chacun de son côté beaucoup, ou des fois où il y a des guerres de validation entre les psychologues expérimentaux, etc., etc. Pour moi, il me semble évident qu'intégrer de façon évidente ensemble ces disciplines, on va s'améliorer et que dans notre cas, nous, on travaille beaucoup sur la recherche des données, des méthodes, c'est pas seulement que des données, et des passages à l'échelle, c'est-à-dire aller expérimenter dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de classes et pas dans 3 classes avec de pré-têtes et post-têtes. Et les terrains applicatifs deviennent très, très importants avec un positionnement méthodologique et on partage des méthodes. Et c'est pour ça que pour Generative IA, on travaille avec plusieurs entreprises et on essaie d'aller plus loin dans cette partie expérimentale. Et je voulais dire aussi que des fois, on a travaillé avec une thèse qui a été soutenue en décembre où on a travaillé sur la notion d'éthique et on a vu que les systèmes qui sont meilleurs dans la prédiction sont moins, ils ont des biais, des genres ou des sociales, etc. Et des fois, c'est mieux d'avoir un système un petit peu moins efficace, mais qui est plus éthique et qui a moins de biais par rapport à la classification, ou comment il classait, ou comment il prédisait les comportements des élèves. Donc, il n'a pas que l'efficacité si on regarde quelque chose. Et merci. Ouais, merci beaucoup, Vanda. Je sais que l'exercice n'est pas évident. Franchement, c'est passionnant. Et moi, je retire, il y a deux, trois grandes idées que je retire pour faire le lien après avec Heidi. Euh, il y a cette notion de pluridisciplinarité, tu l'as dit, à plein d'endroits, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une approche qui vise à combiner les informations du champ didactique, du champ de la psychologie cognitive, du champ des sciences de l'éducation, pour ensuite avoir, et c'est la deuxième idée, moi, que je retiens, c'est qu'une notion d'efficacité, c'est toujours le ratio entre un résultat, des ressources. Il y a la dimension éthique qui est tout à fait fondamentale dans l'interprétation de ces résultats. Et c'est vraiment au cœur de nos problématiques actuelles, puisqu'on sait que les grands modèles comme les GPT, ChatGPT et tout ça, c'est quand même très, très consommateur de ressources, qu'on maîtrise pas bien ce qui se passe. Et il y a vraiment ce besoin en éducation d'avoir cette démarche éthique et pluridisciplinaire. Très, très grand merci, Vanda, pour tout ça. Maintenant, je passe la parole à Heidi Budon du Barry. Alors, on va aller maintenant sur la mise en œuvre d'une très, très grande réforme, notamment au Maroc, qui, pour le coup, est documentée d'un certain nombre de résultats qui ont été évalués par JPAL, mais je ne vais pas spoiler les choses. Et je vais m'effacer là aussi pour laisser la place à Heidi Budon du Barry, donc d'Azen du Loiret, qui nous fait l'honneur d'être notre dernière intervenante. À vous de jouer, Heidi. Merci François, merci aux intervenants précédents. Alors, je suis effectivement d'Azena adjointe dans le département du Loiret, dans l'Académie Centre-Val de Loire, mais c'est pas à ce titre que j'interviens aujourd'hui, c'est effectivement parce que j'accompagne la réforme du Maroc depuis maintenant 3 ans. Et c'est effectivement une vraie aventure que je vais vous présenter là, et je vais essayer de tenir les délais. Alors, je partage mon écran. C'est un défi, hein, on va voir si j'y arrive. De toute Euh, façon, vous avez vu, je suis intransigeant. Hein. Oui, oui, j'ai vu que vous nous surveillez avec une grande attention, donc je vais essayer d'être efficace. Alors, donc cette réforme, eh bien, elle est basée sur un besoin du territoire, sur lequel je vais revenir rapidement, mais un besoin avec une crise majeure du système éducatif marocain, qui fait que le pays a fait un choix fort, le choix de mettre en place une réforme structurelle de son système éducatif basé sur des recherches et basé sur des données issues de la recherche en éducation.
Et donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est cette expérimentation qui s'appelle École pionnière Maroc, qui a été déployée dans plus de 600 écoles primaires volontaires, mais un petit peu plus. Vous allez voir que on a déjà monté en charge pour cette deuxième année et fondée autour de deux leviers que je vais vous détailler assez rapidement. Et alors, je vais essayer de vous brosser rapidement la manière dont ça s'est construit, les premiers résultats et peut-être avoir une amorce de réflexion sur les leçons qu'on peut en tirer à cette étape du projet. Alors donc le système éducatif marocain, malgré la généralisation de la scolarisation, parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a une dizaine d'années, on avait au Maroc une grande partie des élèves qui n'étaient pas scolarisés dans le premier degré. Là, on est sur la généralisation de la scolarisation, mais de quand même de vraies difficultés. De vraies difficultés qu'on peut voir ici dans le classement PISA 2018, mais le classement PISA 2022 est encore plus faible, hein. Je n'ai pas de graphique, mais le Maroc a encore baissé dans ses résultats en 2022. Et vous voyez que les scores sont en dessous de 450. C'est le résultat qui est entouré en bas. Et c'est vraiment parmi les pays les plus faibles de tous les pays évalués dans le cadre des évaluations PISA. On le voit également à Teams. Vous voyez que le Maroc, c'est la barre rouge à droite. Et donc, le Maroc fait là aussi partie, notamment en mathématiques. Donc là, je montre les mathématiques. Je fais un focus sur les mathématiques, fait partie des pays avec les résultats les plus faibles. Donc, une urgence à agir avec en plus une problématique qui est que euh, au Maroc, l'enseignement secondaire se fait en français. Tout l'enseignement universitaire se fait en langue française. Et donc, un certain nombre d'élèves qui quittent le système scolaire sans avoir les bases en français et qui abandonnent leurs études. Et donc 300 000 abandons scolaires avant la fin des études et en grande partie au collège. Donc c'est un vrai problème, hein, puisque en fin de primaire, 70% des élèves ne maîtrisent pas les fondamentaux. En fin de collège, c'est 90% des élèves. Donc, une vraie difficulté, il fallait changer de paradigme, il fallait repenser entièrement le système. Et le choix a été fait par le ministère de prioriser trois domaines pour cette réforme. Le français, par rapport au fait que pour les études supérieures, l'enseignement du français est un indispensable. L'arabe, évidemment, et les mathématiques. Alors, il y a eu un vrai travail d'analyse mené, piloté par Youssef Sadani dans tout le début de la réforme, qui est un jeune brillant économiste qui ne provient pas du système éducatif, mais qui est convaincu que la question de l'éducation, la question de faire monter en compétence les jeunes était la priorité pour son pays. Donc, avec la validation du roi et du ministre de l'Éducation, il s'est lancé dans l'impulsion de cette grande réforme qu'il a pilotée sous la forme de la feuille de route qui s'affiche. Alors, elle n'est pas forcément très lisible, hein, mais c'est intéressant de voir que c'était vraiment pensé. Cette réforme a été pensée d'emblée, au début, à destination de l'ensemble des acteurs, hein, des élèves, des enseignants, des établissements, avec des cibles très précises qui ont été posées. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que dès la mise en place de la réforme, la cible, c'est plus 30% d'élèves qui maîtrisent les fondamentaux à l'issue de l'école primaire d'abord et du collège ensuite, moins 30% de sorties prématurées et une place accrue aux activités de développement personnel. Parce que d'emblée, la réflexion qui a été menée a mis en évidence le fait que pour que les élèves apprennent, se sentent concernés par les apprentissages, il fallait qu'ils se sentent bien à l'école. Et donc, des indicateurs précis dès la mise en place de cette feuille de route. Alors, elle propose 12 engagements qui impliquent une série d'actions concrètes qui ont été déployées graduellement auprès de 626 écoles pionnières depuis 2023. Alors, 626 la première année, à la rentrée 2023, mais pour cette année 2024-2025, il y a maintenant 2626 écoles engagées dans l'expérimentation. Donc, on est vraiment sur une montée en charge très importante. L'idée pour le premier degré, c'est d'augmenter de 2000 élèves chaque année jusqu'à couvrir la totalité des élèves en, euh, en 2027 pour le premier degré. Hein, il faut savoir quand même que c'est quand même un nombre absolument énorme parce que ces 2626 élèves, ça concerne 45 000 enseignants, 400 inspecteurs et 1 300 000 élèves. Donc on est vraiment sur une réforme
structurante, structurelle, et qui pose, alors qui présente un certain nombre d'intérêts, mais qui pose aussi de vraies complexités à suivre. Parce qu'on est sur vraiment une réforme d'ampleur et une réforme, vous allez le voir, on va y revenir, qui porte sur la classe. Peut-être juste dire un mot que cette réforme, elle a débuté dans le premier degré. Pour rappel, le premier degré au Maroc, ça va de la première année, qui est l'équivalent du CP en France, à la sixième année, qui est l'équivalent de l'année de sixième au collège. Mais au Maroc, les 6 années, les 6 premières années sont dans les écoles primaires. Donc pour le second degré, à la rentrée, pour cette année-là, nous avons 230 collèges dans la phase pilote, environ 10% des établissements. L'année prochaine, on en aurait 730. Voilà. Pour le moment, on a à peu près 200 000 élèves. Cette année, 200 000 élèves en collège. Évidemment, on va plus que doubler l'année prochaine, avec une cible de généralisation plus éloignée que pour le premier degré. Alors, ce programme dans le collège, il y a une petite précision sur le collège. On travaille sur plusieurs sujets. Évidemment, sur le dispositif pédagogique, le contenu pédagogique, mais on met en place aussi des cellules de veille dans chacun des établissements pour repérer les élèves à risque d'abandon et pour travailler sur les potentiels décrochages. Là, on est sur la structure. Voilà d'où provient le projet École Pionnière. Alors, le projet École Pionnière s'appuie sur deux piliers essentiels. Un pilier qu'on appelle curatif. Le pilier que vous voyez affiché là, ça s'appelle Teach at the Right Level. C'est un programme qui a été développé en Inde par l'ONG Pratham, qui repose sur une idée très simple mais radicale. C'est enseigner à partir du niveau réel de chaque élève et non pas du programme officiel. Alors, comment ça fonctionne au Maroc? Eh bien, en fait, c'est aussi ce qui est permis par le pilotage très très fort qui est mené par le ministère, c'est que pendant 4 semaines, il n'y a pas de groupe classe de mise en place dans les écoles et dans les établissements. Les élèves sont regroupés à partir de tests de début d'année qui ont été élaborés et construits. De tests, on les regroupe par niveau de compétences. Pendant 4 semaines, on fait un enseignement intensif des compétences de base qu'on a définies ensemble. On a défini les compétences prioritaires pour chacun des niveaux d'enseignement, mais un programme aussi très ludique. C'est-à-dire que dès un temps d'enseignement vraiment très, très structuré, très fort, assez court, et beaucoup de séances de jeu, beaucoup de séances de travail collectif. Donc, une multiplicité de propositions qui permet aux élèves de vraiment faire monter le niveau de compétence. Je vois François qui se connecte, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, tout va bien, François. Bon, très bien. Alors donc, ce qu'on a vu comme résultat dès la première année, parce que au-delà du dispositif JPAL d'évaluation qu'a évoqué François tout à l'heure, et dont je vais dire quelques mots rapidement, le ministère a souhaité mettre en place un système interne de tests pour vérifier la validité de chacune des propositions et vérifier l'efficacité de l'action. Et donc, dès la première année, on voit qu'au bout de 4 semaines, eh ben, le pourcentage d'élèves maîtrisant les compétences fondamentales est multiplié par 4 en mathématiques, ce qui est vraiment énorme, par 3 en français et par 2 en arabe. En arabe, en fait, les progrès sont les moins significatifs, mais peut-être que le niveau de base était aussi le moins faible et donc il y a moins de marge de progrès. Donc voilà, ça c'est le programme Teach at the Right Level. Et donc, on est sur un programme vraiment très très à part, très très particulier, qui est borné par un test à l'entrée pour redéfinir les groupes de besoins et par un test à la sortie, de manière à évaluer l'efficacité du programme. Mais ensuite, les élèves retrouvent leur, euh, leur groupe de, leur groupe de niveau. Et alors, le deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle le pilier préventif, c'est l'enseignement explicite. Alors, je ne vais pas revenir sur la présentation qu'on a faite de Jonathan, qui est bien plus précise que la mienne, mais le principe, c'est de faire en sorte que les élèves n'arrivent pas dans la situation où il y a besoin de récupérer des apprentissages qui n'ont pas été faits. C'est vraiment l'idée que tous les enseignements soient mis en place de manière à ce que la très grande majorité des élèves réussissent les contenus qui sont enseignés. La démarche qui a été mise en place par le ministère, alors je ne vais pas rester là-dessus, mais vous voyez le document qui est donné à tous les enseignants, c'est celui-là, c'est les différentes étapes qu'a évoqué Jonathan, sans doute de manière encore une fois, moins précise. Ce qu'a fait le ministère marocain, c'est qu'en fait, il s'est dit, ben, je mets en place une nouvelle méthode, je mets en place une grande réforme, qui est une réforme très coûteuse, parce que il a fallu équiper chacune des classes qui rentrent dans l'expérimentation. Donc, vous voyez, on en est à 2626 écoles.
il a fallu équiper chacune des classes de chacune des écoles de matériel informatique, d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur pour l'enseignant. Alors ça, vraiment, c'est une révolution au Maroc. Hein, c'est vraiment quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Hein, donc vraiment quelque chose de très, très novateur. Et ensuite, le Maroc a fait le choix d'augmenter le taux d'encadrement, donc un inspecteur pour 10 écoles. Alors ça pose la question après de la généralisation, bien sûr. En tout cas, c'est comme ça que la réforme s'est mise en place. Et des experts dans tous les domaines. Des experts dans le domaine des pédagogies les plus efficaces validées par la recherche. Et l'équipe qui était au ministère à cette époque-là a fait le choix de l'enseignement explicite et donc a sollicité Steve Bissonnette et Clermont Gauthier, puisque les recherches menées sur l'enseignement explicite sont celles qui sont les plus claires concernant l'efficacité des pédagogies dispensées dans la classe. Et ils ont cherché aussi des experts pour la déclinaison dans la classe. Et c'est là que moi, j'ai été sollicitée sur cette question-là. Et des experts sur l'évaluation. Parce qu'il n'était pas question pour le Maroc de dépenser autant, d'investir autant pour cette réforme, sans avoir les moyens de vérifier que ben, la réforme était efficace et qu'il fallait la poursuivre. Et voir l'étendre, hein, puisque vous vous rappelez qu'au début, on était sur 626 écoles et qu'on a attendu les effets constatés de ce qui a été mis en place avant d'augmenter. Alors, comment ce qui a été mis en place, ça a été vraiment sous deux angles. Sous l'angle d'abord de la formation des acteurs. Et c'est là où est intervenu directement Steve Bissonnette et son équipe qui sont venus former tous les inspecteurs. Là, vous voyez tous les inspecteurs de la première vague de la formation à l'enseignement explicite. Ils sont venus également construire des ressources. Ils sont venus faire une forme de résidence au Maroc pour travailler sur l'analyse du fonctionnement du système, l'analyse des besoins des élèves. Ils sont beaucoup allés dans les classes. Et à partir de cela, il y a un ouvrage qui a été élaboré qui s'appelle Enseignement explicite et données probantes, 40 stratégies pédagogiques efficaces pour la classe et l'école, qui est en libre accès, hein, et qui est une sorte de récapitulatif d'un certain nombre de préconisations et d'un certain nombre de déclinaisons concrètes en classe. Et ensuite, évidemment, il a travaillé à la médiatisation autour de la réforme par des articles scientifiques, par des interventions publiques. Et bon, moi, je suis arrivée dans un deuxième temps, si je puis dire, mais enfin même assez tôt quand même en parallèle, pour construire tout le contenu à destination des enseignants. Parce qu'il s'est agi de repenser entièrement le curriculum du Maroc. Parce que l'analyse de ce qui était proposé a permis de montrer que euh, c'était en fait des programmes très très ambitieux et qui était totalement de portée des élèves. Donc, il a fallu repenser entièrement le curriculum en se basant sur les évaluations PISA et sur Teams, de manière à essayer de à la fois rentrer dans le cadre des évaluations internationales, puisque l'objectif du Maroc, c'était aussi quand même de remonter l'image de son système, mais également de repartir suffisamment bas pour pouvoir permettre aux élèves de réussir tout simplement dans les apprentissages. Donc, de vrais obstacles à surmonter quand même avec les équipes parce que pour les personnels sur place, baisser les attendus des programmes, ce n'est pas rien. Il y a un sentiment de déclassement pour les personnels. Donc ça, il faut l'accompagner, ça. Et c'est long, hein, c'est long. Il a fallu des premières étapes de travail où on a pu montrer que si on gardait les attendus qui étaient précédemment mis en place, ben on allait à l'échec tout simplement parce que les élèves n'étaient pas en mesure d'aborder des concepts trop ambitieux. Donc il fallait redescendre. Il a fallu aussi travailler sur l'importance de la résolution de problèmes n'était pas un sujet au Maroc hein, en termes d'enseignement. C'était pas du tout dans, dans les méthodes pédagogiques, hein, c'était pas notamment au premier degré. Donc, il a fallu faire rentrer la résolution de problèmes dans les pratiques enseignantes, ce qui a été une vraie difficulté. Hein. Et voilà, on y arrive après un certain temps, mais c'est vraiment des obstacles comme ça. Il a fallu faire rentrer la question du calcul mental quotidien, qui n'était absolument pas une pratique non plus. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail de mémorisation au Maroc. Il y avait une vraie démarche de mémorisation et d'automatisation, mais pas de réflexion sur les stratégies. Et donc, des difficultés à transférer les compétences. Donc, voilà, vraiment un gros travail. Et ensuite, tout le contenu qui a été proposé et que je vous présente très rapidement, vous voyez, ça, c'est par exemple ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle les leçons scriptées. C'est-à-dire que, à destination de toutes les équipes de concepteurs sur place,
moi j'ai proposé pour chacune des années, pour chacune des séances d'enseignement de toutes les semaines de l'année, sur tous les domaines disciplinaires, des leçons scriptées avec l'intégralité des contenus des différentes étapes, du modelage, de la pratique guidée, de la pratique autonome et les consignes des enseignants. Et à partir de ça, les équipes sur place ont conçu des outils à destination des enseignants. Je vous en donne un exemple, ça n'a pas de rapport avec la fiche pratique guidée avant, parce que la précédente que je vous ai montrée, c'était sur de la résolution de problèmes. Là, on est sur une fiche manuelle élève hein, qui correspond à ce qu'on pourrait avoir ici en France, évidemment, sauf que c'est conçu sur la méthode de l'enseignement explicite, c'est-à-dire que quand on est sur une tâche qui a été modélisée et explicitée aux élèves, on leur demande de s'entraîner sur la même tâche au moins une fois avant de passer une tâche différente, de manière à ce qu'on travaille à la fois la mémorisation et le transfert. Et ensuite, on a mis en place toute une programmation sur l'année avec des temps qu'on appelle de réactivation, c'est-à-dire que toutes les 5 semaines, à la fin de chaque semaine, il y a un jour où on revoit l'ensemble des notions de la semaine, et à la fin des 5 semaines, on a une semaine où on revoit l'ensemble des contenus des 5 semaines. Et à la fin, on fait un petit test et on vérifie l'acquisition des compétences. Et c'est là aussi où le travail avec du malin a commencé, puisque dans le cadre de cette programmation, je dirais même au niveau de la semaine, hebdomadaire, eh bien, il y a un travail qui est amorcé pour que la séance de révision en classe puisse être proposée par une application hein, numérique. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots maintenant, François, mais c'est encore à l'état de travail, hein, c'est pas Ouais, abouti. non, Hein. exactement. Et puis je te laisse finir les 2, 3 minutes et signaler juste que voilà, Steve nous fait l'amitié. Steve Bissonnette vient d'arriver dans la salle. Il nous fait l'amitié. Donc, aucune pression, Heidi. Steve t'écoute. Ah non, mais Steve, avec plaisir. Et je viens de parler longuement de tes travaux et de tes publications. Absolument. Je te laisse finir, Heidi, les 2, 3 minutes qui restent. Donc voilà, sur les outils. Hein. Donc les outils, je voulais vous montrer aussi, mais je pense qu'on n'a pas le temps dans les 3 minutes qui restent, l'exemple d'un diaporama, parce que là c'est support élève. Mais en fait, pour chaque jour, chaque séance, les enseignants disposent d'un diaporama complet qui comprend la réactivation des notions précédentes, le calcul mental à mettre en place dans la journée même, et toute la séance de modelage et la pratique guidée, avec l'ensemble des consignes. Alors pourquoi cela? Parce qu'on a des enseignants au Maroc qui sont peu formés pour la grande majorité d'entre eux. Et donc, il leur faut un certain nombre de supports suffisamment structurés pour arriver à ce ils s'imprègnent de la démarche avant de pouvoir prendre de l'autonomie par rapport aux outils proposés. Alors, les résultats maintenant. Alors, les résultats sont des résultats tout à fait spectaculaires. Hein. Vous en avez sans doute entendu déjà parler dans la presse, avec une analyse et un système d'évaluation, donc notamment mis en place par JPAL, qui montre que on a une amélioration des résultats très significative puisqu'on est sur un écart type de 0,90, ce qui est absolument énorme, hein, ce qui représente un gain d'apprentissage considérable. Ça signifie qu'un élève d'une école dite pionnière obtient de meilleurs résultats qu'environ 82% des élèves du groupe de comparaison. Et donc, il y a des impacts significatifs par matière, notamment sur les 3 matières évaluées. Alors, on voit un gain de 0,52 écart type sur l'arabe, c'est le moins fort. 1,30 d'écart type sur le français, c'est le plus fort. Et 0,93 d'écart type en mathématiques, ce qui reste quand même remarquable en termes d'effet. Hein. Et cet impact est en fait, c'est dans le pourcentage le plus important observé pour toutes les interventions éducatives dans les pays qui ont mené des réformes et qui ont fait l'évaluation de l'impact des réformes. Les gains ont été montrés à la fois sur les garçons et sur les filles, et presque plus sur les élèves les plus faibles que sur les élèves les plus forts. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que les élèves les plus faibles ont encore plus progressé que les plus forts. Par exemple, plus 0,63 écart type pour les élèves les plus faibles en arabe, plus 1,31 en français pour les élèves les plus faibles. Donc non seulement la démarche est efficace pour les élèves, pour tous les élèves, mais elle est encore plus efficace pour les élèves en difficulté. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour moi, et je vais avancer. Alors, je vous montre juste, vous voyez à quoi ça ressemble les tests. Voilà les contrastes sur le même test
posé aux écoles pionnières, aux écoles non pionnières, voilà les écarts de résultats, c'est les pourcentages des élèves qui répondent correctement. Donc c'est quand même significatif. Bon, maintenant, on est sur des apprentissages de premier niveau, hein. Il va falloir voir dans la durée comment on va pouvoir suffisamment stabiliser les apprentissages pour passer, pour reprendre, pour s'appuyer sur les apprentissages précédents. Là, il nous reste, je pense, des choses sans doute à améliorer, à approfondir. Alors, pour moi, une des clés de la réussite, c'est que c'est une réforme qui entre dans la classe. Et c'est un vrai sujet, ça, hein. On n'est pas seulement dans les textes, on n'est pas dans les discours, on va dans la classe. Ça n'est pas une proposition importée. Alors oui, les experts ne sont pas des experts marocains, mais elle a été entièrement conçue en réponse aux spécificités du Maroc. Et de mon point de vue, c'est au niveau de la formation initiale et continue que sont les plus grands défis, notamment en ce qui concerne la généralisation. Parce que une fois généralisation faite, comment former les inspecteurs et les enseignants dans tout le pays? Et on a affaire à de très grands nombres. C'est plusieurs milliers d'enseignants, plusieurs centaines d'inspecteurs pour assurer la couverture complète. Donc, la question de la généralisation, c'est une vraie difficulté. Je dirais que il est important de proposer des outils suffisamment aboutis, parce que aussi l'expérience que nous avons pu voir au niveau du Maroc, c'est ce qui est compliqué pour les équipes sur place, c'est quand on propose quelque chose et qu'à l'expérience, en analysant les effets, on voit qu'il faut les améliorer. Et en fait, les équipes ont eu le temps de s'acculturer aux outils proposés. Et ils ne sont pas contents de changer, hein, et c'est difficile. Et on a un deuxième obstacle. Alors, il a fallu convaincre pour mettre en place. Il faut reconvaincre pour changer. Donc, important quand on arrive d'avoir déjà quelque chose de solide, parce que sinon c'est compliqué. Et je dirais qu'il y a encore évidemment plein de questions. Est-ce qu'on peut mesurer réellement tous les effets d'une réforme à l'échelle d'un pays? Sur un panel d'expérimentation, oui, on peut l'objectiver. Et alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va être plus loin? Quelle place pour la formation initiale? Et quelle est l'échelle pertinente pour une réforme? Est-ce qu'on peut faire une réforme vraiment qui concerne tout le monde ou est-ce que ça peut concerner des publics particuliers? Parce qu'il faut quand même rappeler, de mon point de vue, que euh, on ne peut pas, on ne peut pas donner non plus. Vous voyez, aller dans la classe, c'est important, mais on ne peut pas dire que tout le monde a besoin de la même chose et que tous les élèves ont besoin de la même chose. Et donc, il faut aussi pouvoir porter des réformes en s'adaptant et en permettant à chacun, dans la compétence qui est la sienne, d'adapter la proposition à la réalité. Et j'ai terminé, François, j'ai un petit peu dépassé, désolée. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup, Heidi. Merci à tous les trois. Je vais faire pareil, quelques éléments de synthèse. Enfin, moi, ce qui me marque dans ce que tu viens de dire, il y a cette notion de faire face à ces difficultés, ce qu'a fait le Maroc, de manière tout à fait objective, et ensuite d'engager des réformes qui sont de très grande amplitude, qui sont adossées à des données probantes. Et ça, véritablement, je crois d'ailleurs que l'article de l'Express qui était mentionné, que tu mentionnais, conclut quelque chose comme ça, que si ça peut inspirer quelques décisions de politique publique dans d'autres pays, ce serait peut-être pas mal. Et alors, on voulait faire un petit moment de questions-réponses, mais il reste 3 4 minutes, donc ça va être un peu court. Et véritablement, bon, Steve nous fait l'amitié de nous rejoindre. Eh ben, j'aimerais bien que Steve, si tu m'entends, que tu prennes les 2 3 minutes du mot de conclusion, que tu nous parles peut-être de cette dernière publication, notamment autour du Maroc et dans le lien de ce qu'a dit Heidi. Et moi, je dirais un petit au revoir juste après tes 2 3 minutes. Steve, à toi de jouer. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. OK. Ben, d'abord, merci de m'avoir invité. Je n'ai pas eu le temps de tout entendre ce qui a été dit par les collègues, mais je suis bien intéressé de revoir le tout si c'est possible éventuellement. Peut-être deux choses à ajouter sur le Maroc. C'est important de savoir qu'il n'y a pas eu seulement l'évaluation de JPAL. Il y a eu 4 évaluations au total, indépendantes des chercheurs, c'est-à-dire indépendantes de ce que Clermont-Gautier et moi avons donné comme matériel, comme formation aux inspecteurs d'école. Il y a eu deux évaluations de nature qualitative, donc les acteurs ont été interrogés. Quand je parle des acteurs, je parle des enseignants, des parents, des élèves et des inspecteurs. Et globalement, les gens ont apprécié
ce qui s'est fait dans les écoles pionnières. Et on a eu deux évaluations quantitatives. L'évaluation TARL, je ne sais pas si les gens en ont parlé avant moi, qui est une méthode de remédiation qui a donné d'excellents résultats au Maroc. En fait, depuis la création de TARL, ce sont les résultats les plus spectaculaires qui ont été obtenus sur le globe. Et je l'explique en disant que nous avons incorporé, Gauthier et moi, nous avons proposé d'incorporer dans la méthode remédiative TARL des éléments de l'enseignement explicite, dont le modelage, la pratique guidée, la pratique autonome. Comme Heidi l'a dit, maintenant le défi, c'est la généralisation. Et la généralisation passe d'une part par la formation initiale et d'autre part par la formation continue. Et nous avons eu l'occasion, lors de notre dernier séjour, Gauthier et moi, de rencontrer les gens de la formation initiale et les défis seront grands. Parce que le constructivisme et le socio-constructivisme, ils sont installés depuis des lunes et de faire virer un paquebot comme celui du milieu universitaire vers un enseignement explicite, c'est loin d'être gagné. Et il y a aussi la formation continue qui doit se poursuivre également. Mais les résultats, même s'ils sont préliminaires, sont extrêmement encourageants et s'ajoutent à d'autres résultats comparables qui ont été obtenus non seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Quand on mesure rigoureusement les pédagogies, on constate qu'un enseignement plus structuré, généralement, donne de bien meilleurs résultats que des approches plus implicites et par découverte. Voilà. Bon, ben écoute, un immense merci pour ce mot de conclusion, Steve. Remerciements naturellement à nos trois intervenants, hein, Vanda, Heidi et Jonathan, qui avaient pris du temps en cette fin d'année, qui est toujours dans vos domaines respectifs très, 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 très speed, si j'ose dire. On se permettra, et je remercie toutes les personnes qui ont assisté hein, à ce webinaire, on se permettra de vous envoyer un petit questionnaire, un petit sondage, parce qu'on a très à cœur, nous aussi, de mesurer l'intérêt que vous avez porté à nos interventions, au format, alors qu'il y a un format qui est pas super confortable pour nos intervenants, mais franchement, c'était passionnant, c'était enthousiasmant. Vous dire enfin que nous et du malin, à notre niveau, on essaie de synthétiser, vous l'avez compris, hein, tous ces domaines d'expertise, tous ces domaines de connaissances, d'être le plus rigoureux possible sur la manière dont on développe notre outil, avec des périodes de développement, des périodes de test, des périodes de mesure qu'on a la chance effectivement d'être dans ce wagon du Maroc qui est mondialement scruté et qu'on ne manquera pas ben, naturellement de vous tenir au courant de ces évolutions. Encore un immense merci à toutes et tous et je vous souhaite au nom de toute l'équipe et du Malin que je remercie aussi pour l'orga une très très bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci. Au revoir.